évoqué le sujet de la rénovation des petites copropriétés, donc de moins de 30 logements, mais sans doute sur les systèmes d'aide, vous avez pu également voir que ces petites copropriétés, on les considère à partir de moins de 20 logements, notamment sur les aides de la ville de Paris. Pardon? Ok, je vais le garder plus proche. C'était un sujet qui nous tenait à cœur à l'Agence parisienne du climat sur la rénovation des petites copropriétés, parce que c'est un enjeu majeur pour la ville, du fait de ses objectifs climatiques extrêmement ambitieux, mais également dans des stratégies d'adaptation de ces bâtiments-là. Je pense notamment avec les vagues de chaleur qui vont arriver cet été, je pense notamment à ce sujet qui est un peu revenu sur les appartements sous les combles. La question de l'adaptation et donc de la rénovation énergétique de ces bâtiments est extrêmement importante. Par ailleurs, les petites copropriétés donc, de moins de 30 logements sont extrêmement nombreuses à Paris. La moitié des logements parisiens finalement sont situés dans des immeubles de moins de 30 logements. 82% des copropriétés parisiennes sont des copropriétés de moins de 30 logements. Donc on parle vraiment d'un sujet extrêmement majeur. Par ailleurs, les petites copropriétés ont un certain nombre de sujets spécifiques, mais également d'avantages, mais également de points bloquants, mais qui seront évoqués plus longuement par la suite. Et donc ça nous semblait, à l'Agence parisienne du climat, nécessaire d'avoir un temps dédié là-dessus. On a donc le plaisir d'avoir l'intervention de Stanko Trifunovic, qui est à la fois architecte, mais qui travaille également pour l'ARC, et qui donc vous présentera un peu le sujet. L'ARC, qui est donc l'association des responsables de copropriété, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et je te passe la parole. Ouais, c'est vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, ça a l'air mieux. Donc je me présente Stanko Trifunovic, je suis architecte, quoique actuellement je n'exerce plus. Je travaille à 100% pour l'ARC. L'ARC, c'est l'association des responsables de copropriété. Donc petit aparté, c'est l'association qui représente les syndics bénévoles et surtout les conseils syndicaux dans ce monde d'embûches et d'écueils dans lequel baignent les copropriétés. Et à ce titre, nous sommes très heureux de venir aujourd'hui parler des petites copros qui ont des spécificités que l'on va voir par la suite, qui sont vraiment qui souffrent de la double peine, hein, d'être petites et en même temps d'avoir de réels problèmes spécifiques. Voilà. Alors, je vais lancer. Voilà. Donc, quelques difficultés et obstacles pour les petites copros. Les petites copros, elles ont, comme vous pouvez imaginer, dès qu'on fait des travaux, la quote-part de chacun est plus importante parce qu'on est moins nombreux. Et par contre, les travaux, eux, c'est invariable, ça coûte cher. Donc, ça, c'est le premier obstacle principal que l'on constate dans le monde des petites copros. Une des conséquences, c'est que notamment, on pousse un peu les travaux, on les retarde un peu, et on est un peu plus réticent lorsque l'on envisage de contacter des BET, donc des bureaux d'études techniques, ou des architectes. Et on essaye de faire des économies là-dessus, ce qui est une fausse économie, in fine. Mais souvent, nous, à l'ARC, on est consultés par nos adhérents, par les copropriétés adhérentes, pour venir constater ou essayer de faire une médiation avec des entreprises qui font des travaux en roue libre, c'est-à-dire qui n'ont pas de maître d'œuvre. Voilà, donc une autre difficulté, et justement, parlons des entreprises, c'est que les petites copros se trouvent face souvent à des refus de part des sociétés qui font des ravalements, des couvertures ou autres, parce que vous êtes trop petit, vous n'intéressez pas, nous c'est à partir de 60 lots, voilà, ça c'est une question que l'on retrouve souvent. Et donc ça pousse parfois aussi, en fait, cet état de choses fait qu'il y a un effet de niche et il y a des sociétés qui se sont créées. Alors je ne veux pas forcément jeter la pierre sur ces sociétés, mais il y a des ensembliers qui existent, qui proposent des produits tout faits aux petites copros, mais en contrepartie, on constate, nous à l'ARC, que le prix est généralement plus élevé que si on passait par la procédure normale. Et donc ces solutions clés en main qui peuvent être intéressantes pour certaines copros impliquent que vous perdiez le contrôle sur ce qui se passe,
que vous ne choisissiez pas les entreprises, etc. Donc c'est pas du tout dans l'esprit de l'ARC, mais bon, ça existe, il faut le savoir. Et c'est une conséquence du fait de la difficulté pour les petites copros de ne pas trouver d'entreprise. Alors elles existent, hein, donc il faut juste insister dans la recherche et donc créer vraiment une commission là-dessus. On en reparlera plus tard. Les petites copros sont souvent aussi prennent des entreprises quand ils ont une entreprise qui finalement s'intéresse et leur répond à leur demande d'appel d'offres et leur répond avec un devis, elles sont tellement souvent désespérées qu'elles finissent par accepter le premier devis venu. Et donc, il n'y a pas en fait de réelle mise en concurrence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un travers et un obstacle à la bonne exécution de travaux, parce que si une entreprise a les coûts des franches, elle impose les conditions qu'elle veut et les termes qu'elle veut. Voilà. Structurellement aussi, les petites copros sont moins éligibles à MaPrimeRénov'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, MaPrimeRénov' copropriété, elle est conditionnée à l'atteinte de 35% de gains énergétiques. 35% de gains énergétiques, c'est énorme. Alors, dans un bâtiment années 60, un rectangle avec des façades lisses, etc., il y a plein de pistes pour isoler de tous les côtés, relativement simplement. Pour une petite copro, c'est plus compliqué parce que généralement, c'est des copros qui sont, déjà, elles sont plus petites physiquement, mais elles sont plus anciennes aussi. Et donc, elles cumulent des handicaps. Souvent, comme elles sont plus anciennes, elles sont soumises aussi à la censure des architectes des bâtiments de France, des ABF, quoi. Et puis, elles sont aussi moins équipées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins équipées, ça veut dire qu'elles ont pas elles ont moins souvent du chauffage collectif. Et tout ça, les ABF, le chauffage collectif et le fait qu'on ne peut pas faire grand-chose, fait qu'on peut avoir moins de gains énergétiques lors d'une campagne de travaux. Et donc lorsqu'on étudie en amont la copro, on se rend compte qu'en faisant un gros effort sur la façade sur cour, peut-être sur la toiture, façade sur rue, on ne peut pas parce que c'est patrimonial, eh ben, on arrive à 20% de gain énergétique. Bon, donc ça aussi, c'est un frein. Alors, petit aparté, à Paris, on a la chance d'avoir un dispositif intermédiaire qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, qui, lui, bon, c'est moins généreux que MaPrimeRénov', hein, mais c'est vraiment mieux que rien. Et c'est à partir de 15% de gain énergétique. Ça, il faut le savoir. Et souvent, les syndics ou les syndics bénévoles ne sont pas au courant de cela. Heureusement que l'APC et Coach CoPro sont là pour passer le bon mot, la bonne parole. Finalement, structurellement, elles sont moins éligibles, mais aussi, il y a une autre difficulté, c'est que les petites copros partent de plus loin. C'est-à-dire qu'elles sont moins bien entretenues parce que les travaux, ça coûte plus cher par copropriétaire. Et donc, on cumule souvent des retards dans le cycle des travaux, quoi. Et donc, on se retrouve avec des problèmes qui échappent à la rénovation purement énergétique. Et évidemment, vous n'allez pas mettre de l'isolant sur un mur qui s'écroule. Voilà. Donc, alors, à contrario, puisqu'on voulait faire isoler votre copro et avoir des meilleures performances énergétiques, il faut profiter de cela pour régler les problèmes de la copro. Donc ça va ensemble, hein. Donc les copros, elles partent de plus loin, mais le système aujourd'hui d'aide qui existe fait que ça peut être l'occasion de régler des problèmes internes de la copro constitutionnelle. Autre problème, alors, hop, alors c'est celle d'avant, voilà. Autre frein à la rénovation pour les petites copros, c'est que c'est un process qui met des années. Il faut savoir que avant on faisait un ravalement simple, on faisait venir une entreprise, de préférence on avait un archi qui s'en occupait, qui faisait le cahier des charges,
Et on faisait les travaux, ça mettait 4 mois, 6 mois, et on enlevait les échafaudages et c'était terminé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire automatiquement des travaux sans se pencher sur la possibilité de mettre de l'isolation thermique et de rentrer dans un système de MaPrimeRénov'. Parce que les enjeux financiers sont tels que si on a la possibilité, on ne va pas y échapper. Donc là, ce schéma que je vous présente, c'est un schéma qui représente un peu le parcours de la rénovation d'une copro lambda. Et toutes les grosses boules vertes que vous voyez, en fait, c'est des gros moments de la copro. Et vous voyez qu'on commence par voter. Alors, nous, on propose de faire le bilan initial de copropriété, qui est un outil disponible à tous. Vous cherchez sur Internet, c'est téléchargeable gratuitement. Bilan initial de copropriété, ARC, PDF, vous faites comme ça, vous trouvez à télécharger. C'est un petit feuillet que vous téléchargez. Il y a des questions, et quand vous les remplissez les questions, certaines questions, vous n'avez pas les réponses, donc ça vous oblige à aller chercher, par exemple, quelle est la puissance de votre chaudière, ou quelles sont les dates des derniers raballements, etc. Quand vous avez rempli toutes les questions, vous êtes en quelque sorte, vous êtes approprié votre copro. Donc c'est très utile et ça vous donne aussi une base pour après définir les attentes de la copropriété. Et donc la première, donc la deuxième boule, la première boule, donc c'est de faire démarrer cette démarche. La boule suivante, Assemblée générale numéro 1, on vote l'exécution d'un audit qui mène au plan pluriannuel de travaux. Donc là, on parle de DTG, mais pour les petites copros, souvent, ce n'est pas des diagnostics techniques globaux, mais c'est plutôt des PPT simples avec des PE collectifs. Donc là, c'est encore une autre discussion dans laquelle je n'entrerai pas aujourd'hui parce que c'est long. Mais voilà, vous votez en tout cas l'audit qui vous donne le PPT. Et là, on commence la démarche qui amène à la phase suivante, à la boule, si vous voulez, suivante, qui est donc maintenant les boules, c'est des AG, qui est le vote de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la mission de l'architecte et de toute l'équipe qui va avec. Et on vote l'adoption du PPT. À partir de là, le maître d'œuvre fait sa mission, et on arrive à la boule suivante, numéro 3, qui est l'adoption, enfin le vote des devis et des travaux, et donc et aussi de tout ce qui est subvention, le cas échéant. Et puis, et donc ensuite, jusqu'à la dernière boule, c'est l'AG de réception, de clôture de la campagne de travaux. Donc vous voyez, si tout va bien et que les travaux sont faits super vite, etc., ça fait 4 boules, ça veut dire 4 ans, 4 AG. Donc ça aussi, c'est une contrainte, parce que dans une petite copro, il faut pouvoir tenir sur la longueur. C'est vraiment quelque chose, c'est un sport d'endurance. Hein. Donc, et ça, c'est un frein, parce que dans les petites copros, on n'est pas nombreux. Il faut essayer de se structurer et c'est pas facile. Je fais un aparté sur les copros en syndic non professionnel. Alors c'est les copros qui sont gérés pas par un syndic professionnel, mais par un syndic bénévole, un syndic associatif, etc. Donc j'en parle parce que ces copros sont généralement des copros petites. Donc vous êtes 4-5 dans votre petit immeuble. Et vous dites, on n'a pas besoin d'avoir la surcharge d'un syndic, donc on va s'organiser entre nous, on va créer un syndic bénévole. Voilà. Donc c'est souvent des petites copros. Alors elles sont encore moins bien structurées que les copros ordinaires, parce que les syndics bénévoles, c'est pas leur travail de suivre des travaux, de monter des dossiers. C'est-à-dire qu'un syndic professionnel, aujourd'hui, il gère 70 immeubles, donc il y a bien quelque part un chantier qui se fait, 1 ou 2 chantiers simultanément dans ces 70 immeubles. Donc toute l'année, toute sa vie professionnelle, il sera familier de ces process. Alors que le syndic bénévole, lui, il va faire dans sa vie peut-être 1 ou 2 grosses campagnes de travaux. Donc il n'a pas les réflexes, il n'a pas l'habitude, il n'est pas structuré pour. Donc c'est aussi un handicap. Donc ils ont plus de mal à mener les projets. Aussi, les professionnels, par exemple les architectes, constatent que souvent ils sont contactés par les syndics bénévoles, et après les travaux ne se font pas, ou alors ils se font sans eux, alors qu'ils ont donné des avis et des orientations déjà. Et ça, c'est quelque chose qui m'est été remonté, je l'ai vécu personnellement, mais plusieurs architectes m'ont remonté ce cas de figure, ce qui fait que vous avez des travaux non suivis par un maître d'œuvre. L'obtention de prêts, elle est possible, mais beaucoup plus compliquée, parce que les banques sont beaucoup plus réticentes à accorder des prêts
aux copros suivis par des syndics non professionnels, et notamment aussi les caisses de cautionnement. Parce qu'en fait, la banque, elle va, comme les prêts sont cautionnés, elle ne va jamais perdre d'argent. Donc généralement, c'est Domo Finance ou la caisse d'épargne. Mais les caisses de cautionnement, elles sont beaucoup plus tatillonnes, par contre, parce que ça leur retombe dessus. Et donc, comme vous voyez, le parcours MaPrimeRénov' est très lourd et donc demande vraiment beaucoup d'engagement et de temps de par le syndic non professionnel. Et parfois, nous, on se pose des questions et on conseille entre les lignes de passer chez un syndic professionnel pendant quelques années, même si il y aurait encore fort à dire là-dessus. Bon, ça, c'est le sujet de l'ARC, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on en se retrouve avec... pardon. Oui. Alors, on commence à organiser donc, dans une petite copro. Bon, vous avez le syndic, qu'il soit professionnel ou pas, et puis vous avez le conseil syndical. Et ce conseil syndical est vraiment très important parce que c'est lui qui représente les copropriétaires. Alors, il faut obligatoirement avoir un conseil syndical. Je connais des copros, surtout avec syndic bénévole, où c'est le syndic bénévole qui fait tout. Il fait conseil syndical, président de conseil syndical et syndic. Alors, il faut éviter parce que déjà, il faut éviter de tout reposer sur les épaules d'une personne, même pour le bien de cette personne-là. Donc, vous avez le conseil syndical, il est vraiment central. Alors, vis-à-vis du syndic, il assiste et contrôle sa gestion. Et vis-à-vis du copropriétaire, et de ce qui se passe, il donne son avis. Et donc, il a un rôle de pivot parce qu'entre les autres copropriétaires et tout l'écosystème de maîtres d'œuvre ou de syndics qui sont autour. Donc, il facilite la transmission d'informations entre les copropriétaires et le syndic. Donc, il remonte des questions, il remonte des informations, il les fait redescendre. Donc, c'est vraiment très, très important comme fonction. Et donc, dans une petite copro, le conseil syndical doit impérativement être actif. Et pour cela, nous conseillons de constituer une sorte de task force, c'est-à-dire une commission de travaux, en essayant de fédérer les gens de bonne volonté, les gens qui ont du temps, et aussi les gens qui sont liés par exemple au bâtiment, qui ont une expérience actuelle ou passée, des retraités du bâtiment ou autre, même s'ils ne sont pas au conseil syndical, mais qui soient intégrés au sein de la commission de travaux pour pouvoir se partager les tâches, parce que comme vous avez vu précédemment, c'est assez lourd et on va à l'échec si c'est une seule personne qui porte tout sur ses épaules. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est en train de vivre un moment, depuis quelques années, un moment historique avec une sorte d'alignement des planètes entre la situation, les besoins d'isolation et d'économie d'énergie, de réduction des gaz à effet de serre. Le temps d'aujourd'hui, ça en est une conséquence. Et aussi la loi climat et résilience donc de 2021 qui apporte tout un dispositif et des aides. Et là, on est vraiment en train de vivre un moment historique où tout existe. Alors, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est assez idéal pour se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Et notamment, dans la réglementation, il y a des obligations qui, certes, sont vues comme des poids, comme des fardeaux par les copropriétés, mais comme c'est obligatoire, puisqu'on doit les faire, au moins que ça serve à quelque chose. Et ça, notamment, je veux parler du plan pluriannuel de travaux et du diagnostic de performance énergétique collectif. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis collectif à plan pluriannuel de travaux, c'est juste plan pluriannuel de travaux. Donc c'est l'obligation d'avoir, la loi dit que toutes les copros maintenant sont obligés d'avoir un PPT, donc un plan pluriannuel de travaux, qui est une liste de travaux à faire sur 10 ans, classés par priorité, avec une colonne avec les prix estimatifs, les gains énergétiques et des propositions de phasage. Alors, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir la liste. Ce n'est pas de faire les travaux. Et quand vous adoptez un PPT, vous signez pas en blanc pour faire les travaux. En quelque sorte, vous reconnaissez, en l'adoptant, que c'est ça qu'il faut pour votre copropriété idéalement. En fait, prenez ça comme une liste de courses idéale, le PPT. Et ensuite, à partir de ce PPT, vous pourrez
piloter le devenir de votre copro et établir des stratégies, etc. Et donc les stratégies, généralement, c'est soit on fait parce qu'on a vu dans le PPT qu'il y a des gains énergétiques qui permettent d'avoir ma prime rénov', mais ça vous oblige à faire plusieurs travaux à la fois, genre la toiture, le mur, la chaudière. Soit on continue comme on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on fait travaux par travaux, acte par acte, parce que ce n'est pas réaliste autrement, parce qu'on n'a pas ma prime rénov', etc. Donc ça, c'est des informations que vous apporte le plan pluriannuel de travaux, et donc, comme je dis, comme c'est obligatoire, au moins que ça vous serve à quelque chose et que ce soit approprié par les copros. Donc dans les petites copros, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apporté un plus. Et le DPE qui vient annexer au plan pluriannuel de travaux, et aussi a apporté une énorme révolution, qui est ce fameux classement des appartements par classe énergétique. Alors là, je parle du DPE collectif, et le classement des appartements, c'est le DPE individuel. Mais quelque part, ils sont liés. Et ça fait que moi, dans ma vie d'architecte, j'ai été à multiples AG où les bailleurs freinaient des 4 pieds pour faire les travaux. Et maintenant, c'est les premiers qui sont là en train de dire « mais je ne peux pas mettre de l'isolation sur mon mur en pierre de taille, mais comment ça se fait ?» etc. Parce qu'ils veulent, et souvent, bon, maintenant, c'est devenu des moteurs. Donc ça fait partie de cet alignement des planètes qui fait que c'est un moment particulier de l'histoire des copropriétés. Donc voilà. Donc dans ma petite conclusion, dans l'encadré jaune, donc cela n'est pas une maîtrise d'œuvre, hein, le plan pluriannuel de travaux. Donc après, il faudra engager une équipe de maîtrise d'œuvre pour faire les travaux, mais ça permet d'éviter les tâtonnements et les erreurs, et notamment de classement de priorité de travaux. Alors, parmi les aides, alors j'ai mis aide technique, c'est pas forcément aide technique, c'est technico-financière. Il y a plusieurs choses qui existent à votre disposition, notamment dans toute la France, il y a le réseau France Rénov'. Et donc, localement, par exemple, à Paris, c'est Coach Copro, l'APC, qui s'occupe de ça. Donc, c'est des bureaux qui apportent de l'information aux copropriétés et c'est aujourd'hui indispensable de passer par eux. Même si vous faites des travaux qui vous semblent ne pas avoir trait à la rénovation énergétique, je vous conseille quand même fortement de vous rapprocher d'eux parce qu'il y a peut-être des pistes à exploiter néanmoins. Alors les aides, bon, j'ai déjà largement parlé de ma prime rénov'. Il y a le chèque audit pour faire dans Paris de 5 000 € quand vous faites un DTG. Il y a les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc, il y a la TVA à taux réduit. Donc, la TVA à taux réduit, c'est 10%, mais là, on passe à un autre niveau, c'est 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Les éco-prêts à taux zéro. Et puis ensuite, toute une série de dispositifs divers pour équipement des bornes de recharge, locaux à vélo, végétalisation des couvertures, etc. Donc c'est vraiment, il y a tout un panel pour vous aider à passer à l'acte. Et donc les accompagnements, comme je disais, l'opérateur local de France Rénov', c'est l'APC Coach Copro. Pour les copropriétés qui sont à l'ARC, c'est nous. Enfin, on ne remplace pas l'APC, mais ils peuvent passer par nous pour avoir une orientation. Et donc, ensuite, vous avez toutes sortes de choses qui existent, comme par exemple la compagnie des architectes de copropriété. Alors, je me permets de faire de la pub pour eux, parce que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une agence d'architecture, c'est une fédération, c'est comme une chambre syndicale d'architectes, qui se spécialisent sur le sujet et qui ont un programme d'auto-formation en permanence là-dessus, donc ils sont vraiment pointus sur le sujet. Et ça m'amène à parler de l'importance du choix du maître d'œuvre. Donc là, je me suis permis un anglicisme, mais vraiment le choix du maître d'œuvre est très important parce qu'il est au centre de la rénovation. Donc petit aparté de nouveau, le maître d'œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui définit les besoins, suite à un diagnostic, qui fait le cahier des charges et qui suit les travaux. Donc souvent, dans notre esprit à tous, c'est un architecte. Ce n'est pas forcément un architecte. Il y a des architectes il y a des maîtres d'œuvre qui ne sont pas architectes. Il faut quand même vérifier qu'ils sont bien couverts par des assurances pour la maîtrise d'œuvre. Donc ce personnage va être au centre de tout. Et lorsque vous allez à la recherche d'un architecte, il faudra vérifier impérativement les qualités suivantes. Premièrement,
et peut-être les deux plus importantes, c'est l'expérience et la communication. Donc l'expérience, quand on est architecte et qu'on sort de l'école d'archi, on connaît rien à la copro, mais vraiment rien. C'est sur le tas qu'on se forme, donc en travaillant dans des agences, etc. Après, éventuellement en évoluant avec des collègues qui s'occupent de ça. Et donc, si vous prenez un architecte qui n'a jamais fait de copropriété, il va être handicapé lui-même parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un conseil syndical, il ne sait pas ce que c'est que les équilibres subtils au sein d'une copropriété, les enjeux du syndic, etc. Donc et aussi le temps long qui est le temps de la copropriété, qui est un temps, comme je vous expliquais dans le petit schéma avant, qui est assez pénible parce que quand vous êtes archi et que vous voulez vous faire payer, ben, il faut attendre d'émettre la facture dans 2 ans, hein. Donc c'est parfois très compliqué. Donc, expérience dans le domaine de la copropriété. Deuxième chose, donc la communication et les capacités de pédagogie et d'écoute aussi. Donc, ça va dans les deux sens, hein. Donc, on n'en peut plus, moi, j'en peux plus des collègues qui sont sur une tour d'ivoire. Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, mais j'ai vu de par le passé quand même des professionnels qui se posaient comme des sachants, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, il faut qu'ils puissent entendre le conseil syndical et échanger, et aussi que le conseil syndical donc, soit aussi en capacité d'apporter des arguments et aussi d'accepter le point de vue de l'architecte si celui-ci lui démontre la justesse de sa vue. Donc, c'est vraiment une source de problème quand l'architecte ne sait pas communiquer, hein, et que l'architecte pense que la copro, c'est le syndic. La copro, c'est pas le syndic. Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui commande les travaux et qui paye les travaux, c'est pas le syndic que je sache, c'est vous, c'est les copropriétaires. Donc les copropriétaires, ils payent, donc ils ont quand même un droit de regard. Donc il faut, et là petit conseil, il faut que lorsque vous cherchez un architecte, que dans son contrat d'honoraires, il y ait de base, et pas en option, mais dans le marché de base, un certain nombre de réunions prévues avec le conseil syndical, mais pas comme je vois 500 € de l'heure, forfait ou pour des réunions supplémentaires. Non, 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 il faut qu'il prévoie déjà 3-4 réunions pendant la phase d'étude pour expliquer ses choix, déjà expliquer ce qu'il a vu dans son diagnostic, et puis au long expliquer, au moins valider le cahier des charges. Pas que ce soit une surprise, que ce soit ressenti comme quelque chose d'imposé à la copro. Et puis qu'on puisse échanger et apporter et piloter un peu la copro sans que ce soit une dictature. Donc voilà, donc ça c'est très important. Il faut aussi qu'ils soient au courant de toutes les des dispositifs actuels, hein, des subventions et de comment ça se passe, même si quand vous êtes dans un schéma type MaPrimeRénov', vous avez ce qu'on appelle la l'AMO qui gère ça, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire, qui est un professionnel qui fait de l'ingénierie financière, si vous voulez, et qui gère toute la paperasse, mais il faut quand même que l'architecte soit au courant de ce qui se passe. Pardon ? Oui. Et puis la capacité de coordination de synthèse, bon ça c'est avoir son propre réseau de professionnels pour ne pas perdre de temps. Et finalement, autre conseil, avant d'aller chercher un architecte, il faut que le conseil syndical couche sur le papier une sorte de cahier des charges de ce qu'on attend de l'architecte. Et qu'on lui communique. On dit, nous, on cherche un architecte parce qu'on veut faire de la rénovation énergétique, etc. etc. Et on veut qu'il fasse comme ci, qu'il fasse comme ça. Et les contrats des architectes sont des contrats libres, donc il peut intégrer ça. Et s'il vous dit non, ben, vous l'écartez, parce que vous n'avez pas lui demander des choses farfelues non plus. Voilà. Donc, et dernier point, les architectes sont des prestataires comme les plombiers ou autres. Il faut les mettre en concurrence. Donc si le syndic vous dit j'ai mon architecte, etc., très bien, mais mettez-le en concurrence avec des architectes de votre choix que vous allez voir sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc juste levez la main et il y a un micro qui va passer et on va essayer de prendre une salve de
3 premières questions et puis on en reprendra 3 autres après. Bonjour, je suis copropriétaire dans une copropriété de 22 logements. Nous avons un syndic professionnel, nous avons un conseil syndical, nous avons fait le DTG, mais on nous a dit qu'on ne pourrait pas avoir d'aide parce que la copropriété est constituée de 5 bâtiments totalement indépendants. Nous n'avons en commun que le balayage des cours et le changement de code. Et sur les 5 bâtiments, il y en a 2 qui seraient prêts à faire les travaux, mais pas les 5. Et on nous a dit que si ce n'était pas toute la copropriété qui était décidée à faire les travaux, on aurait aucune aide. Alors, moi, j'ai une information un peu différente. Ce que je sais, c'est que quand vous avez une copro avec plusieurs bâtiments et que vous demandez ma prime rénov', on vous accorde la prime rénov' pour une seule campagne de travaux. Donc, c'est une cartouche que vous cramez quand vous l'utilisez. Donc, lors de cette campagne de travaux, si le bâtiment A et le B, ils se sont rattachés au wagon, enfin à la locomotive et ils ont fait les travaux, mais le bâtiment C n'a pas voulu, eh ben, dans le futur, il n'aura pas droit à ma prime rénov'. Ça, mais qu'on ne vous donne pas parce que tout le monde c'est tout ou rien. Alors peut-être que une pondération par rapport au gain énergétique, mais normalement un bâtiment, c'est un tout. Par contre, quand il y a plusieurs bâtiments, Dépendant chacun. Il n'y a pas de chauffage général, ils sont totalement indépendants. ils sont tous indépendants, oui. Bah, si 2 bâtiments veulent faire les travaux et qu'ils atteignent 35% de gain énergétique, normalement, je ne vois pas pourquoi la prime rénov' ne serait pas activable. Vous êtes éligible. Par contre, mais c'est à copropriété et ce sera... après, ça dépend comment sont faites les répartitions des charges, mais des charges travaux, mais c'est ceux qui payent, ceux qui font les travaux, qui toucheront donc les subventions. Et les autres bâtiments, demain, quand ils se réveilleront, ben, ce sera trop tard pour eux. C'est pour les questions. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà aussi une petite copropriété d'une vingtaine de personnes de logements. Une petite copropriété d'une vingtaine de personnes. Donc, effectivement, vous dites que les étapes de la rénovation, ça dure 3-4 ans. Maintenant, que faire quand on a un problème qui devient urgent? Par exemple, dans cette étape-là, on a une chaufferie qui présente des faiblesses. Alors, là, c'est le principe, il y a le principe de précaution et puis il y a le bon sens. C'est-à-dire que moi, j'ai des copropriétaires à l'ARC qui me demandent, lors de nos permanences, ils nous demandent, mais est-ce que j'attends le DTG pour intervenir? On a des grosses fissures dans la cave. Et je dis, le DTG, c'est pas une maîtrise d'œuvre. Et puis ça se fait, entre la commande et le moment où ça se fait, ça me prend son temps. Par contre, votre fissure, elle ne s'arrange pas tout de suite. Et ça, au contraire, ça peut empirer. Donc votre chaudière, c'est pareil. Vous allez pas, il faut mener ça parallèlement. Alors, le problème de la chaudière, c'est que c'est quelque chose, si vous la remplacez par un équipement performant, genre chaudière à basse condensation, ça peut entrer dans le calcul des gains énergétiques. Et donc, quelque part, il y a quelque chose de stratégique à faire, mais il faut se lancer pour réparer les urgences. Hein. Ça, il ne faut pas attendre de faire le DTG, d'avoir son plan pluriannuel de travaux. Il faut vraiment faire les choses, il ne faut pas attendre. Ouais, juste pour compléter très rapidement sur les chaudières gaz à condensation, elles ne seront plus prises en compte dans le calcul des aides fin 2026. Comment? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Vous pouvez parler plus. Posez bien vos questions dans le micro. Attendez. Parce que sinon... Oui, voilà, donc effectivement, si on fait les travaux, j'ai dit rapidement, maintenant, on ne fera les travaux énergétiques que ultérieurement. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on aura les primes ou non? Il faut privilégier l'entretien et la sauvegarde de l'immeuble. Hein. Ça, c'est malheureusement, voilà, j'ai pas de solution magique. Malheureusement, c'est vraiment privilégier l'entretien. L'entretien, vous ne pouvez pas faire des travaux de rénovation énergétique, comme je disais tout à l'heure, si l'immeuble est en train de s'écrouler ou qu'il fuit de partout ou qu'il y a des problèmes de sous-sol ou autre. Oui, bonjour. Nous sommes une copropriété de 25 lots, 22 logements, 3 boutiques au rez-de-chaussée, mais avec
3 ailes de bâtiments, 1896 construction. Et nous sommes passés par l'APC pour intégrer ERP+, puisque nous savions déjà que nous avions des travaux urgents de réfection totale de la toiture en zinc. Et ERP+, nous a confirmé notre intégration au mois de décembre 2025. L'architecte désigné après mise en concurrence a coté plus de 1 500 000 € de travaux hors honoraires. Et nous n'arrivons pas à obtenir les plus de 15% de gains énergétiques pour des raisons. On est un secteur ABF sauvegardé, donc il y a des isolations par l'extérieur qui n'a pas été possible dans les cours. Et donc nous demandons comment on peut voter ce genre de travaux quand on ne sait pas les financer. 1,5 million, c'est beaucoup trop. Ça nous fait à peu près 60 000 € par part. Alors, on aimerait savoir 2 choses. Après avoir intégré ERP+, combien a-t-on de temps pour décider les travaux dans leur intégralité? Parce que, par exemple, pour obtenir peut-être plus de 25% ou plus, il faudrait qu'on fasse une étude, par exemple, pour l'adhésion au CPCE, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et il faudrait faire une étude pour tout ce qui est fenêtres qui auraient éventuellement pas encore à double vitrage dans l'immeuble. Combien de temps, une fois qu'RP+ est intégré, combien de temps peut-on le faire, sachant que Solia, le maître d'œuvre, nous a fixé une réunion pré-AG préparatoire le 4 mai. Alors on est pris de court et on ne sait plus quoi faire. Alors moi, je ne connais pas le déroulé du dispositif ERP+, donc je ne sais pas comment, au niveau des délais, le temps de validation et le temps que ça prend, donc je n'ai pas de réponse là-dessus. Par contre, imaginons qu'aujourd'hui, il n'y a aucune aide, comme par exemple il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'aurait fait la copro en cas de problème de toiture? Alors, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Probablement, elle aurait fait, parce que c'est des travaux monstrueux, elle aurait fait par phasage. Elle aurait dit, on va faire le versant court qui est le plus pourri, et puis dans 5 ans, on va faire le versant en rue, et puis après, on va passer au bâtiment B, etc. Parce qu'il y a, encore une fois, les travaux, ça coûte énormément cher, et c'est donc, dans un monde idéal, on refait toute la toiture d'un coup. Et là, il faut pondérer et essayer de trouver des solutions acceptables. Parce que dans les petites copros, on se retrouve, même dans les grandes d'ailleurs, on se retrouve souvent avec des problèmes de viabilité, quoi, de mettre en danger financièrement les petits copropriétaires. Donc il faut vraiment prendre avec des pincettes. Et donc avec Solia, moi, ils connaissent, ils savent faire, mais il faut leur mettre carte sur table et leur dire, écoutez, nous on va droit dans le mur, on ne peut pas suivre, donc proposez-nous plusieurs options. Et sur la question qui a été posée par rapport au temps d'accompagnement ou autre, il n'y a pas tellement de limites, ça va dépendre de si le projet avance ou non. Enfin, nous, de ce qu'on peut voir à l'Agence Parisienne du Climat, il y a pas mal de fois où l'accompagnement est renouvelé. Encore faut-il que que la copropriété avance sur ces sujets, que ce soit l'étude maîtrise d'œuvre, le vote de la conception, le vote des travaux, ou du moins qu'il y ait une perspective. Donc il n'y a pas tellement de date limite sur ça. En tout cas, la précipitation, vu les enjeux, c'est pas bien. C'est pas bien, on ne peut pas choisir avec le couteau sous la gorge de s'endetter pour 60 000 €, ça c'est pas possible. Oui, bonjour, Harald Hubercher de la métropole du Grand Paris. J'aimerais bien réagir sur un propos de votre côté. Vous avez dit on pouvait avoir l'impression que c'est systématiquement une durée de 4 ans
qui est nécessaire pour... vous voyez, je pense, en tout cas, c'est vrai, vous avez présenté un parcours un peu idéal, je dirais. C'est plus long souvent. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi, je pense que c'est vraiment au cas par cas, il y a des copropriétés où ça peut être beaucoup plus rapide et qui ont peut-être plus besoin de passer par la phase DTG, qui peuvent enchaîner en direct avec une maîtrise d'œuvre. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des façons de compresser en menant plusieurs choses. Là, déjà, on compresse on fait le PPT et en même temps, on a la réponse et on engage déjà l'architecte. Donc là, on a déjà comprimé, mais il y a d'autres solutions. Et notamment, sans vouloir leur faire de publicité, les fameux ensembliers qui proposent des choses où on peut comprimer encore plus le temps aussi. Et pour conclure, il y a la métropole du Grand Paris a une aide maîtrise d'œuvre, notamment une aide, voilà, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 15 000 € et elle est présentée dans le petit livret à la page 23. Merci. Bonjour, je suis membre du conseil syndical d'une copropriété de 16 logements dans Paris, immeuble livré en 1992. Nous avons déjà voté l'année dernière, en même temps, le TTG, le DPE et le plan pluriannuel de travaux. Cette année, donc, notre syndic a mis à l'Assemblée générale de copropriété qui a lieu le 16 avril prochain, deux architectes pour la phase études et 2 sociétés pour la phase études assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc nous ne sommes pas du tout au courant de ce qu'il faut faire comme séquençage, les aides, à quel moment, etc. Sachant que nous avons déjà obtenu une aide de 5 000 € pour le DTG, voilà, qui vient d'être versé en février 2026. Ma question est la suivante, c'est est-ce que nous avons absolument besoin d'un architecte pour la mise en place du plan, pour le début des travaux du plan pluriannuel de travaux, sachant que nous avons une urgence qui était inscrite dans le plan pluriannuel de travaux, donc nous voudrions résoudre cette urgence, et essayant de résoudre cette urgence qui correspond à l'entretien du bâtiment, à la préservation du bâtiment, comme nous devons vraisemblablement monter un échafaudage, nous voudrions faire en même temps l'isolation thermique par l'extérieur d'une partie qui est sur la cour. Et donc, les copropriétaires ne savent pas du tout ce que c'est. La plupart des membres du conseil syndical, puisque nous sommes réunis lundi dernier, ne savent absolument pas de quoi on parle. Et donc, il faut pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on fait, où on en est, pourquoi on le fait. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin d'architecte, on n'a pas besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on n'a rien besoin de tout ça. On ne votera pas, voilà. Est-ce que c'est des travaux qui sont éligibles à ma prime rénov', cette isolation, etc. Est-ce que c'est... Alors, de ce que j'avais compris l'année dernière... La réponse, oui. vous l'avez dans le PPT, d'accord. Oui. Donc, dans le PPT, c'est très bien séquencé par l'entreprise qui a fait les 3, qui est, sans faire de publicité, qui est l'entreprise Nepsen. Voilà, donc qui a bien fait en fonction du référentiel officiel, etc. Donc on sait très bien combien ça coûte, pourquoi on doit le faire, pour ce qui est de l'entretien, et ainsi de suite. Donc maintenant, il faut expliquer pourquoi on a besoin d'un architecte, pourquoi on a besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, et qu'est-ce que ça comprend. Alors, il faudra faire... Là, aujourd'hui, vous êtes ici, il faudra apporter après la bonne parole à vos copropriétaires. Donc, servir de relais. Ma prime rénov', c'est de l'argent public, hein, donc c'est de l'argent de nous tous. On ne va pas confier à un projet sans maître d'œuvre, parce que il y a des grosses possibilités d'aller droit dans le mur. Par ailleurs, quand vous faites de l'ITE, vous avez une façade où on rajoute une couche à la façade, hein, et ça veut dire que c'est des travaux qui sont sujets à l'obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Parce que dommage ouvrage, ça concerne la solidité de l'immeuble et l'habitabilité. Donc, et là, ça concerne l'habitabilité, parce que si vous faites une mauvaise ITE, vous pouvez avoir des problèmes d'humidité, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas,
l'assurance dommage ouvrage, c'est une assurance d'assurance et c'est très très frileux. Et les assurances, elles ne donnent leur police que si vous avez un maître d'œuvre. Donc déjà, c'est une autre raison du point de vue, vous allez arriver à une impasse si vous n'avez pas de maître d'œuvre. Après, je pense que c'est quelque chose, alors je ne connais pas par cœur les obligations de ma prime rénov', mais je pense que c'est quelque chose qui est imposé par ma prime rénov', d'avoir un maître d'œuvre. Mais c'est vraiment indispensable, parce que là, ça va être un dialogue entre le maître d'œuvre, une équipe de thermiciens aussi, parce qu'il y a cet aspect-là qu'il faudra tenir compte. Donc ces gens-là, ce n'est pas des parasites qui viennent se greffer sur la copro, c'est vraiment quelque chose d'important. La maîtrise d'œuvre, elle a par ailleurs 10 000 euros de subvention pour alléger un peu ce fardeau. Et puis que dire, l'AMO, c'est un garde-fou et c'est obligatoire. Ce garde-fou-là, parce que l'État donne de l'argent, donc il veut que les choses soient bien faites. Il a 3 missions, l'AMO. La première mission, c'est de faire tous les dossiers de subvention et aussi de prêts. Donc c'est pas vous qui allez le faire, vous vous rendez compte, encore moins l'architecte, Dieu merci, et pas le syndic non plus. Donc il faut un professionnel qui sache faire que ça, et consacrer le nombre d'heures très nombreuses nécessaires pour ça. Donc ça, il fait ça. Il fait aussi, il a une mission d'animation et d'information auprès de la copro. Et là, votre AMO, il est important dans cette phase de démarrage parce qu'il va aller porter la bonne parole, comme je disais tout à l'heure, lors du début de sa mission. Il faut lui demander de venir faire une réunion d'information sur place dans la copro. Et la dernière mission qu'il a, c'est de veiller à ce que, au long du chantier ou lors des choix du maître d'œuvre, on ne se retrouve pas non éligible en cours de chemin et que tout soit fait dans les règles et qu'on n'oublie pas de certaines résolutions lors des AG qui font que on se retrouve à ne plus être éligible. Voilà. Et pour compléter ma prime rénov', il est obligatoire d'avoir une AMO, en effet.